Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième partie du carnet de notes de juillet. Une deuxième partie marquée par quelques exploits retentissants, notamment du côté du double avec Sander Gillet et Joran Wegen. Et c'est d'ailleurs par eux que je commence avec le top 3 du double. Un petit peu à la recherche de leur meilleur niveau fin mai, début juin, Sander Gillet et Joran Wegen avaient déjà retrouvé un petit peu de leur meilleur niveau pour remporter le Challenger de Bratislava et également pour passer un tour à Wimbledon pour leur tout premier Grand Chelem côte à côte. Pourtant, rien ne laissait présager les exploits qu'ils allaient réaliser en ce mois de juillet, car c'est bien d'un exploit qu'il faut parler lorsqu'une paire qui jusque-là ne compte qu'une seule demi-finale sur le circuit principal aligne 11 succès consécutifs pour remporter ses deux premiers titres ATP. C'est à Ballstatt et à Stadt que les deux amis ont réalisé cette performance de choix et à chaque fois ils ont réussi à battre la tête de série numéro 1. Leur série s'est arrêtée à Kitzbühel, non sans avoir là encore atteint la finale. Sander et Joran avaient pourtant pas mal de points à défendre durant cet été avec 3 titres Challenger, mais on peut dire qu'ils ont vraiment très bien réussi à gérer cette pression. Elise Mertens a encore démontré toutes ses qualités de joueuse de double à Wimbledon. Avec Aryna Sabalenka, sa partenaire attitrée depuis l'Open d'Australie, elle s'est à nouveau hissée en quart de finale avant de n'être sortie finalement que par les futures gagnantes. Il s'agit donc du troisième quart de finale d'Elise en moins d'un an en Grand Chelem, puisqu'elle avait également atteint ce stade à l'US Open et qu'elle avait disputé les demi-finales à Roland Garros il y a un mois, vous vous en souvenez. Si Kimberly Zimmerman connaît quelques difficultés en simple, j'en ai parlé lors de la dernière vidéo, elle se rattrape bien en double. Dans cette discipline, elle a remporté son 9e titre ITF, et certainement le plus beau, puisqu'il s'agit du W80 de Biarritz. Ses 8 titres précédents avaient été acquis au mieux dans des 25 000 $. D'autres joueurs ont remporté des titres ITF en double, c'est le cas par exemple de Martin van der Meersen. Déjà finaliste à Arlon fin du mois de juin, Martin a remporté son tout premier titre professionnel en double au M15 de Tanger. Pour Chelsea Van Hout, le titre remporté à Knock n'est pas le premier puisqu'il en avait déjà remporté 2 auparavant. Ce titre doit tout de même sérieusement soulager Chelsea qui restait sur 5 défaites en finale, notamment à Tabarka la semaine précédente. Au classement ATP de double, pas besoin de chercher très loin les vainqueurs du mois. Je précise que ce classement était donc le dernier du mois de juillet qui ne prenait pas encore en compte la finale à Kitzbühel. Sander et Joran sont également dans le top 25 de la race et sont de toute façon assurés de disputer le circuit principal jusqu'à la fin de la saison. Un peu plus loin, on peut également voir l'entrée sur les tablettes de l'ATP de Martin van der Meersen. Chez les filles, Elise Mertens caracole toujours en tête. Les autres progressions viennent de Gretchen Minen qui a pu disputer son tout premier Grand Chelem aux côtés d'Alison Van Uytvanck et de Kimberly Zimmerman qui fait son entrée dans le top 300. 2 grosses chutes tout de même à signaler pour Marina Zanevska qui avait atteint la finale du WTA de Bucarest l'an dernier et pour Anne-Sophie Mestak qui a arrêté sa carrière. Enfin en ITF, les top 5 masculins et féminins restent quasiment inchangés hormis la petite chute de Yannick Mertens qui lui fait perdre la 2e place. Martin van der Meersen progresse bien aussi, tout comme Victoria Kalaitsis qui a atteint sa toute première finale en double de sa carrière au W15 de Dijon. Loïc Claus fait son entrée à la faveur d'une demi-finale au M25 de Lannes avec Clément Gaines. Sander et Joran ne sont pas les seuls à avoir réalisé un exploit ce mois-ci. Jeff Van Dorp a en effet remporté son tout premier ITF 1 sur le circuit wheelchair en remportant le Belgian Open à jambes. Pour ceux qui ne suivent pas de très près ce circuit, on peut dire que les ITF 1 c'est plus ou moins l'équivalent des ATP 500 sur le circuit ATP donc. Il faut savoir que sur le circuit wheelchair, il y a 6 ou 7 joueurs qui sont vraiment au-dessus du lot et qui se partagent normalement tous les titres depuis les ITF 1 jusqu'au Grand Chelem. C'est vraiment très rare qu'un de ces tournois tombe dans l'escarcelle d'un joueur moins bien classé et c'est également très rare qu'un de ces joueurs du top soit battu par un joueur classé hors du top 10. Derrière eux, il y a une douzaine de joueurs qui parviennent à s'imposer dans des ITF 2 ou ITF 3 mais qui sont toujours bloqués au niveau supérieur par ces 6 ou 7 joueurs. Jeff était 19e mondial, donc en queue de ce peloton-là, à tout juste 18 ans puisqu'il les a fêtés le 23 juillet. Il abordait ce Belgian Open en confiance après 2 bons quarts de finale à l'ITF 2 de Berlin et à l'ITF 1 de Genève. Mais il ne s'attendait probablement même pas lui-même à réaliser un tel parcours dans les installations de Géronsard. En début de semaine, il a déjà obtenu 2 succès très convaincants
face aux 12e et 14e mondiaux pour se hisser en demi-finale. Et c'est là qu'il a vraiment forgé son exploit en dominant successivement Joachim Gérard et Stefan Olsson, respectivement 5e et 6e mondiaux. Donc vraiment ces joueurs du top niveau qui ne perdent normalement quasiment jamais face à des joueurs hors du top 15. Joachim, je ne vais plus vous le présenter, c'est évidemment le triple vainqueur du Masters. Et le Suédois Stefan Olsson, lui, a remporté 2 fois Wimbledon, donc c'est vraiment des cadeaux du circuit. Et en plus, lors de ces 2 matchs, Jeff avait perdu le premier set, ce qui prouve qu'en plus de son immense talent, le jeune homme a vraiment également un mental d'acier. Désormais débarrassé de ses obligations scolaires, Jeff va pouvoir se concentrer à 100% sur le tennis et il devrait normalement assez rapidement rejoindre ce groupe de 6 ou 7 joueurs du top niveau. La déception de Joachim Gérard doit être d'autant plus forte qu'il rêvait vraiment d'être le premier Belge à s'imposer au Belgian Open. 5 fois finaliste ces 6 dernières années, il avait une occasion unique puisqu'il était tête de série numéro 1 en l'absence du quintuple vainqueur et numéro 1 mondial Gustavo Fernandez. Bon, il est certainement très content pour Jeff, hein, ils sont amis dans la vie, mais voilà, c'est certainement une très grosse déception pour lui. Il s'est consolé évidemment en remportant le double avec Stefan Olsson contre Jeff en finale. C'est d'ailleurs en double que Joachim a connu ses meilleurs moments ce mois-ci puisqu'il s'est également imposé au ITF 1 de Genève et surtout à Wimbledon. Il s'agissait là tout de même de son 4e titre du Grand Chelem en double. En simple par contre, il a surtout connu des déceptions, celle du Belgian Open bien sûr, mais aussi une défaite d'entrée à Wimbledon et une déconvenue en finale à Genève face au 13e mondial. Sa dernière défaite face à un joueur hors du top 10 remontait tout de même à près de 2 ans, donc là, en un mois, il en connaît 2 quasiment consécutives. Ça fait un peu mal. À un niveau bien entendu inférieur, Mike Denayer a réalisé un bon mois. Il a aligné un quart et une demi lors de 2 futurs en Italie, et à chaque fois il a été battu seulement par la première tête de série. Il a ensuite pris part à 2 ITF 1, un niveau assez élevé pour lui tout de même, mais s'il a perdu d'entrée à Genève, il est parvenu à franchir le premier tour au Belgian Open. Au classement, justement, Mike revient dans le top 50 grâce à ses bons résultats. Jeff Van Dorp obtient lui le meilleur classement de sa carrière et entre dans le top 15. Au vu de ce qu'il a montré à jambes, je pense qu'il n'en restera pas là. Chez les filles, Sophie Cox fait son retour dans le top 100 suite à son tour passé dans l'ITF 1 de Genève. Chez les jeunes, la performance du mois est à mettre à l'actif de Gauthier Auclin qui a remporté le J1 de Roehampton, le tournoi de préparation le plus important avant Wimbledon. Sa plus belle perf, il l'a réalisée en demi-finale en battant le numéro 2 mondial et récent vainqueur de Roland Garros, le Danois Rune. Dommage que Gauthier n'ait pas réussi à enchaîner à Wimbledon où il a été battu d'entrée par un joueur britannique qui a tout de même par la suite atteint les quarts de finale. Gauthier a enfin disputé les championnats d'Europe où il s'est hissé en 8e de finale en simple et en demi-finale en double avec Raphaël Collignon. Déjà en vue le mois dernier, grâce à une première finale dans la catégorie 1 des moins de 14 ans, André Megrabian a franchi un cap supplémentaire en remportant cette fois-ci un catégorie 1 à Oosterbeek. Bon, il faut reconnaître tout de même que ces tournois estivaux sont un peu moins relevés que les catégories 1 d'hiver et du printemps. Les meilleurs joueurs européens sont pour l'instant fort occupés avec les championnats continentaux. Mais ça reste rare de voir un Belge s'imposer à ce niveau, donc vraiment bravo à André qui a su profiter de cette opportunité. Également né en 2005, Gilles Arnaud Bailly a décidé de se lancer lui directement sur le circuit ITF des moins de 18 ans et il a déjà remporté son premier titre lors d'un J5 disputé à Lida en Biélorussie. Là encore, il ne faut pas tirer de plan sur la comète. Suite à cette victoire, Gilles Arnaud n'a pas eu à affronter le Mondial Top 500 dans ce tournoi. Mais bon, il n'aura 14 ans qu'en septembre prochain, et c'est très rare de voir un joueur aussi jeune s'imposer chez les U18. Gilles Arnaud, de par cette précocité, est donc vraiment un joueur à suivre dans les années à venir. Âgé de 15 ans et 1 mois, Anne van de Winkel a déjà quelques références sur ce circuit U18, puisqu'elle a déjà remporté 2 J5 lors de ces 10 derniers mois. Elle commence donc à disputer des tournois plus relevés, et s'y débrouille pas mal pour l'instant. À Bruges-Kobel pour un J4, elle a atteint les demi-finales en simple et la finale en double. Enfin au J3 de Lviv, elle a atteint la finale en battant notamment la 218e mondiale, ce qui est à ce jour sa meilleure performance. À seulement 14 ans, Amelia Waligora a atteint sa première finale en U18
dans un J4 disputé dans les installations du club Justine Hénin à Limlet. Elle ne s'est pas contentée de cela puisqu'elle s'y est également imposée en double. Elle a ensuite été sélectionnée pour les championnats européens des 14 ans et moins, et elle s'est hissée en huitième de finale après une victoire notable face à la numéro 2 du continent. En double, elle n'a perdu qu'en demi-finale aux côtés de Sofia Kostoulas. C'est avec Amélie Van Impe que Amelia s'est imposée en double à Limlet. Cette dernière a également remporté le J4 de Chifflange dans cette discipline, mais elle s'est montrée également très performante en simple, puisqu'elle a atteint les demi-finales de ces deux épreuves, et également les huitièmes de finale des championnats d'Europe des moins de 16 ans. Plusieurs joueurs ont réussi de bonnes demi-finales ce mois-ci. Je pense tout particulièrement à Raphaël Collignon au J3 de Neunkirchen, à Diego Di Grassi au J4 de Illecom, et enfin à Alessio Basile, pour qui c'était une première en U18, c'était au J5 de Tel Aviv. Beaucoup de joueurs ont connu des sélections nationales ce mois-ci. J'ai déjà évoqué les meilleurs résultats de nos joueurs dans les championnats individuels. Les championnats européens par équipe, également appelés Summer Cup, ont malheureusement été assez décevants pour nos couleurs. Par contre, il y avait également le Festival olympique européen de la jeunesse, comme toutes les années impaires, et c'est Noah Mer qui a été notre meilleur représentant, puisqu'il s'est hissé en quart de finale en simple. En double, nos deux paires composés de Noah et d'Alessio Basile pour les garçons, et de Juliette Bovy et de Anne van Winkel pour les filles, se sont arrêtés à la 4e position, soit à une place du podium et de la médaille de bronze malheureusement. Au classement junior, le top 5 masculin reste quasiment inchangé. Par contre, plus bas, Gilles Arnaud Bailly et Alessio Basile réalisent vraiment de belles percées. Chez les filles, la régularité de Amélie Van Impe est récompensée. Elle rentre dans le top 500 et dans le top 5 belge. Mais le plus joli bond du mois revient incontestablement à Amelia Welligora qui gagne plus de 1000 places. Chez les U16, les résultats d'André Megrabian et d'Amélie Van Impe leur valent de belles progressions. Pour le reste, nos joueurs sont plutôt en baisse, surtout Sofia Kostoulas on le voit. Et cette baisse de Sofia se confirme en U14 où, je vous le rappelle, elle était numéro 1 européenne au début du printemps. Mais c'est évidemment parce qu'elle se concentre sur le circuit U18 qu'elle connaît une telle baisse dans un classement qui n'a plus vraiment d'intérêt pour elle. Il y en a encore par contre pour André Megrabian qui fait son entrée dans le top 30. Après un début de saison timide, Claire Liebens a retrouvé le rythme qui fait d'elle une des principales actrices du circuit, du Belgian Circuit, avec 3 premières places et 2 secondes places ces 5 dernières années. En juillet, elle a tout de même disputé 9 tournois et elle en a remporté 5, et pas n'importe lesquels en plus, puisqu'elle s'est imposée aux 5 étoiles du Bercuy et dans les 4 étoiles du Géronsard, de Rebec et d'Audremont. Son dernier titre, elle l'a remporté aux 2 étoiles du Roseau et elle a également atteint la finale de celui du Lovanium. En fait, en dehors d'une demi-finale perdue face à Emily Castelain au tie-break du dernier set aux 4 étoiles d'Ostende, elle n'a perdu que 3 fois face à celle qui est aujourd'hui sa dauphine au classement. Je vous parle d'elle dans quelques secondes. Mais c'est d'abord Yannick Van Den Bulk que je place sur cette deuxième marche du podium. Lui non plus n'avait pas encore beaucoup joué sur le Belgian Circuit cette saison, malgré 2 titres déjà en 3 étoiles. Il a disputé 6 épreuves en juillet et s'est imposé dans 4 d'entre elles, les 5 étoiles du Bercuy et de Visé, et les 4 étoiles de Géronsard et de Rebec. Ces 2 seules défaites en demi-finale des 4 étoiles de Hanu et d'Audremont ne l'empêchent pas de prendre la première place du classement. Sophia Hyen réalise un parcours quasi sans faute puisqu'elle n'a perdu qu'un seul match, c'était en finale du Bercuy face à Claire Liebens. Elle a remporté les 5 autres tournois qu'elle a disputés, notamment le 4 étoiles de Visé et le 3 étoiles de la Gantoise. Ses autres succès, elle les a connus sur des plus petites épreuves, le 2 étoiles de Lovanium et de 1 étoile. Elle a donc battu 3 fois Claire Liebens, mais la seule défaite qu'elle a connue face à cette joueuse, en finale du tournoi le plus relevé du mois au Bercuy, risque de peser lourd dans la balance au décompte final. Stéphane Waters a tout de même remporté 4 tournois ce mois-ci, notamment les 4 étoiles d'Audremont où il a battu Yannick Van Den Bulk et de Wesel, et également 2 autres 3 étoiles, mais il n'a pas disputé le 5 étoiles du Bercuy et s'est incliné en demi de celui de Visé. Clément Gaines a mis un terme à sa carrière internationale et s'est lancé sur le Belgian Circuit dans la foulée. En juillet, il a remporté le 3 étoiles du TC de Raquette et le 4 étoiles de Lovanium, avant que sa blessure ne le gêne à nouveau. En fin de mois, il a tout de même encore atteint la finale du 5 étoiles de Visé. Leader du classement jusqu'ici, Romain Barbosa n'a disputé que 4 épreuves en juillet, mais il en a quand même gagné 2, le 4 étoiles de Hanu et le 3 étoiles du Baudouin. Lors de ces 2 autres prestations,
il a été battu par Yannick Van Den Bulck. Niels Kleren a créé la surprise en remportant son premier 4 étoiles à Ostende. Pour le reste, il a encore atteint une finale et 3 demi, ce qui le place parmi les outsiders du circuit. Zara de Scooter continue sur la lancée de son très beau début de saison. Elle a notamment remporté le 4 étoiles d'Ostende, son plus gros titre pour l'instant depuis le début de sa carrière, et également le 2 étoiles de Danes. Loïc Klaus réalise lui aussi un très bel été. Il a remporté 2 épreuves dont un 3 étoiles et a surtout réussi à battre Yannick Van Den Bulck en demi-finale du 4 étoiles de Hanu. Enfin, on a disputé également les championnats AFT. C'est un tournoi donc ouvert uniquement pour les joueurs affiliés dans un club francophone, mais qui offre tout de même les mêmes points qu'un 5 étoiles. Arnaud Bovy a vraiment créé une grosse sensation en s'imposant chez les hommes, en battant Stefan Wouters en demi-finale et Julien Dubail en finale. Dans le tableau féminin, le titre est revenu à Anouk Delfortry, qui a dû batailler ferme tout de même pour s'imposer, en demi-finale notamment face à Victoria Smirnova, et également en finale face à la surprenante Laureline Glaude. Cette dernière s'était débarrassée de la première tête de série Catherine Chantraine en demi-finale. Au classement, les performances de Yannick Van Den Bulck et de Claire Liebens leur permettent de s'emparer de la première place, alors qu'ils partaient d'assez loin. Claire était 19e le mois passé et Yannick était 9e. Chez les garçons, Romain Barbosa reste accroché à la 2e place, et le titre devrait se jouer entre Yannick et lui, même s'il reste encore une petite chance pour Stefan Wouters et Clément Gaines. Chez les filles par contre, Lara Salden, qui dominait le classement jusqu'ici, chute lourdement, mais bien entendu, pour elle c'est le classement international qui compte, et c'est Sophie Oyen qui sera la plus farouche adversaire de Claire Liebens pour le titre en ce mois d'août. Voilà, ceci termine cette deuxième et dernière vidéo du carnet de notes du mois de juillet. La prochaine échéance sera l'US Open, qui débute déjà dans 2 semaines. J'espère pouvoir vous faire une petite vidéo de présentation de nos meilleures chances belges avec Joël. Et si ce n'est pas possible, nous nous retrouverons pour le carnet de notes du mois d'août. Je vous dis de toute façon, à bientôt.